Les grands domaines d'investigation de la psychologie. Donc les grands domaines d'investigation de la psychologie, la psychophysiologie. La psychophysiologie est la discipline qui décrit les relations entre le fonctionnement cérébral biologique et les comportements, entre parenthèses, physiques et mentaux. Le cerveau est le même pour tous les êtres humains, mais il est aussi différent pour chacun d'entre eux. Le même pour tous signifie que son architecture est codée génétiquement. Chaque individu appartient à l'espèce humaine. Chaque individu appartenant à l'espèce humaine répond donc de ce codage génétique identique. Mais chaque cerveau est cependant différent. Tout d'abord parce qu'il n'est pas possible que le génome puisse coder avec précision le nombre si élevé de neurones et de connexions neuronales que compte le cerveau humain. Et ensuite, parce qu'à partir de la naissance, le cerveau se développe grâce aux interactions du sujet avec son environnement. Chaque environnement étant différent, tous les cerveaux ne peuvent être que différents. En effet, le cerveau du bébé n'est pas mature, il demande à se développer, ce qui se traduit d'un point de vue organique par une multiplication des connexions neuronales au rythme des échanges de l'enfant avec ce qui l'entoure. C'est à chaque fois une histoire particulière, unique, qui produit un organe unique. Le potentiel de développement du cerveau humain après la naissance est énorme puisque son poids représente seulement 30% du poids du cerveau de l'adulte. À titre de comparaison, le poids à la naissance du cerveau d'un singe macaque représente 75% de son poids adulte. Une grande partie de la croissance corticale a lieu lors de la première année de vie du sujet humain, puisqu'à 1 an, le poids du cerveau de l'enfant représente déjà 60% du poids du cerveau adulte. Principe de base du fonctionnement cérébral. Principe de base du fonctionnement cérébral. Le cerveau est un organe de traitement des informations. Il reçoit des données, les traite, puis les transmet vers d'autres organes ou vers la conscience, c'est-à-dire vers lui-même, puisque le cerveau est le support biologique de la conscience. Architecture du cortex. Architecture du cortex. Le cortex humain est formé d'éléments distincts. Donc le cortex humain est formé d'éléments distincts qui représentent plusieurs niveaux d'intégration. Le premier niveau est représenté par des unités fonctionnelles microscopiques, canaux ioniques et récepteurs. Les canaux ioniques sont des molécules protéiques qui traversent la membrane du neurone et qui permettent la communication entre l'intérieur du neurone et le milieu extérieur. L'ouverture et la fermeture de ces canaux ioniques, donc l'ouverture et la fermeture de ces canaux ioniques sont liés au potentiel électrique de la membrane du neurone. Les récepteurs sont aussi des protéines, mais situées dans la membrane au niveau synaptique. Leur fonction est, entre autres, de participer à la transmission synaptique. Le deuxième niveau d'intégration est celui des synapses, permettant la jonction entre deux neurones. Les synapses sont des unités fonctionnelles dans lesquelles se joue la transmission des informations d'un neurone à l'autre, grâce à l'utilisation de neuromédiateurs qui permettent la transmission d'une information électrique. Le troisième niveau est celui des neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses, qui sont les unités élémentaires du système nerveux. Les neurones sont composés d'un corps cellulaire et de prolongements, les dendrites et l'axone. C'est par le biais de ces prolongements que s'effectuent les connexions synaptiques entre neurones. Il existe plusieurs milliers de synapses sur un unique neurone. Le neurone est une cellule qui peut changer sa polarisation électrique, ce qui constitue l'unité d'information nerveuse. Vient ensuite le niveau représenté par des ensembles de petites populations de neurones interconnectés, dirigés vers une fonction spécifique. Enfin, ces ensembles de populations neuronales se regroupent
pour former des réseaux. Cerveau et environnement. Cerveau et environnement, physiologie sensorielle. Des milliers de récepteurs sensoriels, visuels, tactiles, olfactifs, auditifs, gustatifs, proprioceptifs, envoient vers le cortex, par l'intermédiaire du système nerveux central, des informations de nature physique et chimique, en provenance du monde extérieur, qu'ils ont transformées, c'est-à-dire codées, préalablement en impulsions nerveuses. Le cerveau donne un sens à ces informations et offre ainsi au sujet une reconstruction du monde environnant. Il permet aussi au sujet de réagir aux informations reçues en produisant des mouvements. Les différentes étapes du traitement de l'information par le système nerveux central sont les suivantes. Donc les différentes étapes du traitement de l'information par le système nerveux central sont les suivantes. Réception et codage des informations par l'intermédiaire des organes des sens. Ensuite, transmission des signaux codés par les fibres nerveuses sensorielles, utilisant un processus électrochimique appelé potentiel d'action. Ensuite, traitement dans les organes centraux du cortex. Ensuite, transmission d'ordre codé par les fibres nerveuses motrices en direction des muscles striés ou du cortex préfrontal. Et enfin, production d'effets moteurs, gestes, déplacements, et ou des effets subjectifs, sensations, pensées, affectivité, créativité. Cerveau et corps. Le cerveau est connecté à l'ensemble des organes internes, qui lui envoient des informations sur l'état intérieur du sujet. En fait, le cerveau pénètre les organes du corps et régule leur fonctionnement grâce au système nerveux autonome. Ce système est dit autonome car il fonctionne sans intervention de la conscience. Le système nerveux autonome est supervisé par plusieurs régions cérébrales regroupées sous le nom de cerveau viscéral ou système limbique. Les hormones participent d'un autre moyen d'action du cerveau sur l'activité des organes. C'est l'hypophyse qui commande l'activité des diverses glandes endocrines situées dans l'organisme. Observation du fonctionnement du cerveau. Observation du fonctionnement du cerveau. La neuroimagerie fonctionnelle permet d'observer le cerveau au cours de son fonctionnement normal. La mesure du débit sanguin. Mesure du débit sanguin. Lorsque l'activité d'un groupe de neurones augmente, il augmente sa consommation d'oxygène et de glucose, ce qui entraîne une augmentation du débit sanguin local. La mesure de cette augmentation du débit sanguin permet de lire l'activité cérébrale. La TEP, tomographie par émission de positons, permet, grâce à l'injection d'un isotope de l'oxygène, injecté par voie intraveineuse dans l'organisme, de détecter les parties du cerveau qui augmentent leur activité à un moment donné. L'IRM, imagerie par résonance magnétique, utilise les caractéristiques magnétiques de la désoxyhémoglobine pour mesurer l'élévation de sa concentration dans les zones en activité. Après la mesure du débit sanguin, la mesure des champs électriques. L'électroencéphalogramme, EEG, mesure les variations des ondes électromagnétiques générées par le cerveau, qu'ils soient au repos ou en sommeil. Ces outils de mesure sont utilisés soit de manière diagnostique, soit de manière expérimentale. Dans ce cas, il est demandé au sujet de réaliser des tâches mentales afin de localiser les différentes parties du cortex en activité. Donc dans ce cas, il est demandé au sujet de réaliser des tâches mentales afin de localiser les différentes parties du cortex en activité. L'organisation interne du cerveau. Donc organisation interne du cerveau. Selon certaines conceptions, le cerveau est un organe
dont les différentes fonctions sont en lien avec l'évolution biologique des espèces animales. Alexander Luria postule l'existence de 3 grands systèmes intégrés. Le cerveau archaïque, le cerveau sensoriel, le cerveau cognitif, le cerveau reptilien. Non. Alexander Luria, c'est le cerveau archaïque, le cerveau sensoriel et le cerveau cognitif. Et ensuite, nous verrons que la théorie du cerveau de MacLean, ça se rapportera au cerveau reptilien, au cerveau paléo-mammalien et au cerveau néo-mammalien. Donc on commence par Alexander Luria qui postule l'existence des 3 grands systèmes intégrés. Le cerveau archaïque, composé des structures profondes de l'encéphale, bulbe rachidien, tronc cérébral. Ce cerveau correspond à un premier degré d'évolution. Il participe à la vie végétative, aux émotions, à la régulation des rythmes biologiques. Le cerveau sensoriel, constitué des lobes occipitaux, pariétaux et temporaux, partie postérieure des hémisphères. Donc le cerveau sensoriel gère l'ensemble des informations sensorielles. Le cerveau cognitif, constitué des parties antérieures des lobes pariétaux et frontaux, il intervient au niveau de l'action et de la pensée. Donc ça, c'était pour la théorie d'Alexander Luria. Maintenant, la théorie du cerveau de MacLean reprend en partie cette conception en 3 étages intégrés qui serait issue de l'évolution de l'espèce humaine. En fait, le cerveau humain conserverait dans son architecture des structures issues de l'évolution des espèces vivantes. Le cerveau reptilien, le plus ancien, serait un héritage vieux de 400 millions d'années. Il correspond au tronc cérébral et au cervelet. Il est le siège des comportements assurant la survie. Régulation des fonctions biologiques, respiration, circulation sanguine, échange gazeux et hydrique, satisfaction des besoins de base, alimentation, sommeil, etc. et maintien des réflexes vitaux. Donc ça, c'est pour le cerveau reptilien. Ensuite, le cerveau paléo-mammalien, ou limbique, serait apparu il y a 65 millions d'années, en même temps que les premiers mammifères. Il correspond au système limbique. C'est le cerveau des émotions et de la mémoire. Il comprend l'hippocampe, l'amygdale et l'hypothalamus. Et enfin, le cerveau néo-mammalien, ou néocortex, est le plus récent, 3 à 4 millions d'années. C'est le siège du raisonnement et du langage. Il permet la réflexion, l'analyse et l'abstraction. Cerveau et pensée. Le cerveau constitue la base anatomique de l'activité de la pensée, qu'elle soit consciente ou non consciente. La pensée consciente fonctionne sur le mode du raisonnement analytique et logique, avec le support du langage, ou de manière analogique et intuitive, sans utiliser le langage. La pensée sans langage utilise des images qui peuvent être soit des reconstructions de la réalité, soit des constructions totalement imaginaires. L'existence des 2 modes de pensée implique que la pensée n'est pas liée au langage et que l'être humain pense avant de parler, puisque son langage apparaît timidement à partir de 1 an et se développe réellement après 2 ans. Points clés, les points clés à retenir. La psychophysiologie est la discipline qui décrit les relations entre le fonctionnement cérébral biologique et les comportements physiques et mentaux. Le principe de base du fonctionnement cérébral peut être résumé comme suit. Le cerveau est un organe de traitement des informations. Il reçoit des données, les traite, puis les transmet vers d'autres organes ou vers la conscience, c'est-à-dire vers lui-même, puisque le cerveau est le support biologique de la conscience. Le cortex humain est formé d'éléments distincts qui représentent plusieurs niveaux d'intégration. Des unités fonctionnelles microscopiques, les canaux ioniques et les récepteurs, des synapses permettant la jonction entre les neurones,
des neurones, qui sont les cellules nerveuses, qui sont les unités élémentaires du système nerveux, et des ensembles de petites populations de neurones interconnectés, dirigés vers une fonction spécifique. Et enfin, des réseaux formés d'ensembles de populations neuronales. Et les différentes étapes du traitement de l'information par le système nerveux central sont les suivantes. Donc les différentes étapes du traitement de l'information par le système nerveux central sont les suivantes. Réception et codage des informations par l'intermédiaire des organes des sens. Transmission des signaux codés par les fibres nerveuses sensorielles grâce au potentiel d'action. Traitement dans les organes centraux du cortex. Transmission d'ordre codé par les fibres nerveuses motrices en direction des muscles striés ou du cortex préfrontal, et production d'effets moteurs, gestes, déplacements, et production d'effets subjectifs, sensations, pensées, affectivité, créativité.